Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalo, je suis conférencière, consultante, formatrice et je suis votre alliée contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Didier Le Chimia. Bonjour Marilyn Combalo. Quel plaisir de se retrouver ici. Cela fait tout juste 10 mois après l'enregistrement de ton épisode 10, qui a eu un très beau succès. Et c'est amplement mérité car cet épisode, je te l'ai déjà dit, mais c'est une vraie pépite, hein. Et je le recommande très souvent aux personnes qui veulent comprendre ce qu'est vraiment le burn-out. Alors, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mais aujourd'hui, on est là pour autre chose. On peut dire que c'est un épisode hors norme. Je pense que tu es d'accord avec ça, Didier. Ah, c'est tout à fait ça. C'est pas l'arroseur arrosé, c'est l'intervieweuse interviewée, tout simplement, pour le résumer en une expression. Mais c'est exactement ça, tu as tout dit. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la petite histoire parce que la petite histoire, c'est que c'est toi qui m'as fait cette proposition d'interview inversée ou l'intervieweuse interviewée, comme tu le dis si bien, pour la sortie de mon livre. Et moi, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et je te cache pas que ça me fait tout drôle aujourd'hui de me faire interviewer par toi dans mon podcast. Alors, symboliquement, là, tu vois, je les ai pas en main, mais je te donne, je te donne comme ça les clés de mon podcast. Et je te donne mes clés virtuelles et on va pouvoir commencer cet épisode 17. Alors vas-y, c'est à toi Didier. Alors, avant de commencer à te poser des questions, je veux quand même te dire une chose. C'est que si je t'ai proposé de t'interviewer, c'est tout simplement parce qu'il m'a semblé que c'était un simple et un juste retour des choses. C'est-à-dire que dans les 16 podcasts précédents, tu as donné la parole à des acteurs du burn-out, tu as permis à des gens comme moi, notamment, de parler de ce qu'ils font, de leur vision du burn-out. Donc tu as œuvré pour cette cause que tu connais très bien. Et il m'a semblé, mais d'une logique implacable, qu'aujourd'hui, alors que tu t'apprêtes à sortir un livre très important, et je dis bien très important, il m'a semblé normal que ça soit toi qui puisse parler de toi et parler de ce livre, bien évidemment. D'où cette interview inversée, comme tu le dis. Alors, je vais prendre les habits de Marilyn Combalo et je vais te poser la question, ma chère Marilyn, pourrais-tu te présenter? En gros, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, qui je suis? Déjà, comme tu l'as dit, je suis Marilyn Combalo. Je dirais que je suis une quinca bien avancée dans la dizaine et je suis mariée, j'ai une fille. Je suis née à Paris et j'ai vécu jusqu'à mes 31 ans en région parisienne. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a fait un choix de vie avec mon mari quand j'avais justement 31 ans et on a décidé de quitter la région parisienne pour aller s'installer dans les Alpes de Haute-Provence. Parce qu'on avait envie de changer d'environnement, je dirais pas de changer de vie, mais en tous les cas de changer de lieu de vie. C'est un département magnifique où on s'y plaît énormément. Donc, je suis heureuse qu'on se soit installé ici. Et puis à l'époque, je me dis que c'était quand même un beau challenge parce qu'on a démissionné tous les deux et on est parti avec notre fille de 5 ans sous les bras pour partir dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est vrai que d'ailleurs à l'époque, ça a beaucoup inquiété ma grand-mère qui m'a dit, mais vous êtes fous, vous quittez des CDI, vous partez comme ça à l'aventure, etc. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on avait envie de faire et donc on s'est jeté à l'eau et on est parti. Et le challenge, c'est qu'on a tout recommencé au niveau professionnel quand on est arrivé dans les Alpes de Haute-Provence. Mais bon, en même temps, on avait 30 ans et tout, je me disais que tout était possible à 30 ans. Mais bon, je vois bien qu'à 50 aussi, il y a encore plein de choses qui sont possibles, donc l'âge, pour moi, c'est pas un critère. Et sinon, j'ai une carrière de plus de 30 ans dans les relations humaines. Et j'ai essentiellement travaillé pour des grands groupes. Alors c'est vrai que j'ai eu une carrière qui a été avec une évolution professionnelle, vu que j'ai commencé, j'étais assistante RH et puis j'ai fini RRH adjointe. Donc ce qu'on peut communément, on va dire, appeler une belle carrière professionnelle. Et pourtant, j'y ai pourtant parce que en 2021, il y a le contexte qui change, l'organisation également. Et fin 2021, j'ai vécu un burn-out.
Ce burn-out, franchement, pour moi, ça a été d'une violence inouïe, mais vraiment d'une violence inouïe, parce que, d'ailleurs, quand j'en reparle, tu vois, là, je sens l'émotion qui remonte un peu. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, comme beaucoup de personnes qui tombent en burn-out. Ça couvait depuis des mois, mais je l'ai pas senti arriver. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je le l'identifiais pas. J'ai vécu la honte, j'ai vécu la culpabilité, j'ai vécu les courses que tu fais, tu sais, en drive parce que tu oses plus sortir de chez toi parce que tu es dans un village. J'ai vécu tout ça. Voilà, donc ça a été extrêmement difficile. Je pense que pour moi, oui, ça a été un véritable tsunami. Et ce burn-out, il a complètement rebattu les cartes. J'ai eu du mal à l'accepter parce que je connaissais très mal le syndrome. Je savais pas trop ce que c'était et pour moi, c'était vraiment une honte d'être en burn-out parce que j'avais failli. Je me sentais faible et j'avais besoin de comprendre en fait ce qui m'arrivait. Et c'est vrai que quand j'ai consulté, j'ai vu le psychiatre et quand il m'a dit que je faisais un burn-out, j'avais beaucoup de mal à le croire. Et pourtant, quand je vois maintenant quels sont les signes d'un burn-out et quelles sont les caractéristiques quand on fait un burn-out, je me dis que je cochais quand même beaucoup de cases. Et pour pas dire la plupart d'entre elles. Donc ça, Mhm. c'est ce qui m'est arrivé. Et effectivement, quand ça m'est arrivé, ben, j'ai eu besoin de comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est pour ça que je suis devenue, tu sais, un peu ce qu'on appelle une patiente experte, parce que j'ai eu besoin de me Mhm. documenter. Alors évidemment, pas tout au début, parce que tout au début, j'étais tellement dans le fond du trou que lire, c'était déjà assez compliqué, parce que j'avais beaucoup de troubles cognitifs. J'avais des pertes de mémoire, j'avais des pertes d'attention, j'avais des difficultés à raisonner. Enfin bon, je pense que je suis allée assez loin dans mon burn-out. Et ce qui fait que bon, bah, quand j'ai pu commencer à lire, je me suis mise à lire et j'ai lu des livres notamment bah, de Sabine Bataille. Quand j'ai lu ces livres, eh bien, c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue. Et ça m'a permis de sortir du déni. Donc ça, plus les échanges que je pouvais avoir avec le psychiatre, les podcasts que j'ai pu écouter, les reportages que j'ai écoutés, enfin, c'est-à-dire que tout ce qui passait sur le burn-out, je le lisais, je regardais et je m'en préoccupais parce que j'avais besoin de comprendre, hein, parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Je comprenais pas que ça me soit arrivé à moi. Je comprenais pas. C'est aussi pour ça qu'après, je me suis Mhm. intéressée au burn-out. Voilà. Alors, donc, en fait, si je comprends bien, tu es quelqu'un de parfaitement normal, puisque tout le parcours que tu décris, bah, c'est le parcours que ressent, que vit une personne en burn-out. Alors, il y a quand même un monde entre s'intéresser à son burn-out et vouloir professionnellement traiter, prendre en charge le burn-out. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette passerelle, ce pont entre la patiente en burn-out et la professionnelle du burn-out? Déjà, j'avais une certitude, c'est que je ne retournerais pas dans mon entreprise. Il s'était passé des choses pour moi qui faisaient que je ne pouvais pas retourner dans mon entreprise. En tous les cas, c'est comme ça que je le percevais. Voilà. Et fin 2022, j'ai fait un post pour dire que j'avais vécu un burn-out. Et pour moi, c'était un truc, mais de fou. Je peux pas le dire autrement parce que je suis pas du genre à m'exposer. J'étais plutôt du genre à dire pour vivre heureux, vivons cachés. Ça a été un très gros challenge pour moi, mais je sais pas pourquoi, j'avais besoin de le faire. Je dis dans mon livre que j'ai fait le coming out de mon burn-out, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai préparé ce post que j'ai eu pendant des semaines dans mon ordinateur. Et le jour où je me suis dit, allez là, tu publies et tu l'envoies, je t'assure que j'ai attendu pendant de très longs moments avant d'appuyer sur la touche envoyer, tellement j'avais cette espèce de tension de me dire bah, un peu le regard des autres et tout ça, qu'est-ce que les gens vont en penser et autres. Mais là, je sentais qu'il y avait une autre dimension, une dimension de vouloir communiquer sur le sujet, une dimension de vouloir partager, de vouloir servir à quelque chose, en fait, que ce burn-out serve à quelque chose. Et que les gens qui étaient au fond du trou, pour moi qui étais en train d'en sortir, qui puissent se dire, ouais, il y a des possibilités, il y a des choses qui peuvent être faites, on peut en sortir malgré le fait que ce soit violent, malgré le fait que ce soit dur, on peut en sortir. Et puis en plus, pour moi, quelque part, ça voulait dire aussi que j'en sortais, parce que j'avais vécu tellement dans la honte et dans la culpabilité que là, d'un coup, bah, je disais au monde, voilà ce que j'ai vécu, et que pour moi qui vis dans un village, eh bien, quelque part, c'était, eh ben, ça y est, maintenant vous savez tous ce que j'ai vécu, eh ben, c'est comme ça, c'est pas autrement, et c'est pas à moi d'être dans la honte et la culpabilité. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que quand j'ai fait ça, tu vois, l'émotion est encore là, c'est fou. Mais quand j'ai fait ça, pour moi, ça a été un vrai switch psychologique.
Alors, je te dis pas là à l'instant T, hein, comme ça, hein, mais quand j'ai eu les commentaires des gens, quand j'ai eu les réactions des gens, avec des gens qui m'ont commenté en on, en off, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui me commentent en off, parce qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on sache qu'ils s'intéressent au burn-out. Et tous les commentaires que j'ai reçus, eh bien, m'ont fait envoler cette honte et cette culpabilité. Et ça a été assez incroyable pour moi et ça a été hyper porteur. Et je me suis dit que bah là, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc, je me suis formée à la reconstruction post-burnout avec Sabine Bataille, dont j'ai parlé en introduction. Excellente école. C'est ça. Et je me suis formée donc à cet accompagnement. Et puis pour moi, bah, en plus, j'ai rencontré Sabine Bataille, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est quelqu'un de qualité. Et voilà, donc c'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire quelque chose de tout ça. Je peux pas laisser des gens engagés dans la souffrance. Et maintenant que j'accompagne, et maintenant que si tu veux que je communique encore davantage sur les réseaux, mais ça a tellement de sens en fait ce que je fais. Tellement de sens. Il y a trop de gâchis autour de tout ça, mais on aura très certainement l'occasion d'en reparler ensuite, mais il y a trop de gâchis autour de tout ça avec ces personnes engagées qui tombent et qu'on laisse tomber. Alors, donc, la patiente en burn-out qui devient une experte du burn-out, ça ok, je comprends, normal. Mais alors, l'expert du burn-out qui écrit un livre sur le burn-out, ça c'est encore un autre gap. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et c'est là que tu vois que le cheminement, il se fait au cours du chemin, j'ai envie de dire. Parce que tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, mais je t'aurais dit, mais enfin Didier, ça va pas bien, je vais pas écrire un livre, enfin. Déjà parce que je pense que, bah, tu sais, quand tu sors du burn-out, l'estime de toi, elle est pas au plus haut, on va dire. Je pense que l'estime de moi était telle que non, ça aurait été difficile pour moi de penser que j'allais écrire un livre. Et puis, en quoi j'étais légitime il y a 3 ans. Et puis, le parcours s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je me suis donc formée à la reconstruction post-burnout. J'ai commencé à accompagner des personnes en burn-out. J'ai eu des retours de gens qui vivent des burn-out. J'ai créé mon podcast Welcome Back to Work parce que le retour pour moi au travail, quand je vois tous ces retours ratés au travail, ben, c'est devenu une évidence hein, qu'il fallait aider les gens à réussir leur retour au travail. Parce qu'il y a trop de gâchis autour de tout ça, il y a trop de souffrance aussi. Moi, cette souffrance, en fait, elle m'émeut. Quand tu vois les soignants qui s'engagent, mais jusqu'à y perdre complètement leur santé, qui sont prêts à pallier tous les manques de l'organisation pour arriver à quelque chose, hein, pour arriver à ce que les patients soient bien accompagnés. Quand je vois tous ces témoignages que j'ai avec des gens mais qui s'épuisent à force de vouloir trop bien faire, je me dis que c'est pas possible de laisser tout ça. Tout ça a fait que j'ai eu envie de m'engager sur ce chemin et que les podcasts c'était super parce que bah tu vois, on s'est rencontrés lors d'un podcast. J'ai rencontré des gens hyper inspirants et tous les échanges que j'ai pu avoir à travers ces podcasts m'ont conforté dans cette envie d'écrire, m'ont conforté dans cette envie d'aller plus loin, de porter mon message plus loin. Ça, pour moi, c'est hyper important. J'ai envie que tu vois, et c'est pas une question financière, parce que tu sais bien que le livre, on le fait pas pour une question financière. Mais véritablement, j'ai envie que mon message soit porté, mais à travers toute la France, si c'est possible, pour aider des gens. Et c'est ça, en fait, ce pourquoi j'ai fait mon livre. Et en même temps, je te cache pas que quand je l'ai écrit, c'est vrai que pour moi aussi, ça a été une autre dimension et que ça m'a permis aussi de mettre des mots sur les mots, comme on dit, à ma UX. Et quelque part, pour toi qui l'as lu, qui me disait en introduction, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi dans son livre. Ça Oui. transparaît en filigrane et je pense que ben, ça m'a fait aussi un bien fou. Je crois que l'envie d'aider a été la plus forte et c'est ça qui a fait que j'ai écrit mon livre. Ok, Voilà, tout simplement. ok, très bien. Donc toi, tu es une experte RPBO, donc ce qui veut dire que tu es expert dans toute cette phase de reconstruction post-burnout, mais pourquoi tu as décidé dans ton livre, donc je rappelle le titre, hein, Welcome Back to Work, pourquoi tu as décidé de cibler le propos plus spécifiquement sur le retour au travail? Alors, comme je disais, parce que tu vois, je trouve qu'il y a trop de souffrance et de gâchis sur ces retours. Et le gâchis, il n'est pas que pour la personne, hein, il est aussi pour l'entreprise. Parce qu'elle perd des personnes engagées et ça, je trouve que c'est aussi super dommage. Parce que quand tu perds les personnes engagées de ton entreprise, tu perds les locomotives de ton entreprise. Et quand on se rend pas compte qu'on perd les locomotives de son entreprise, bah, je trouve que c'est quand même dommage, vraiment dommage. Et en plus, je pense aussi que c'est parce que, mais c'est là où je suis en filigrane, hein, c'est parce qu'il y a toute mon expérience RH, tu vois, qui est derrière tout ça.
J'ai fait un livre aussi où je m'adresse à la personne qui est en burn-out, ça c'est clair, je m'adresse à elle. Mais pour moi, il fallait qu'il y ait une dimension de l'entreprise dans tout ça. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça pour accueillir, tu vois, de nouveau bien la personne qui revient. Et c'est pour ça que dans toutes les étapes de mon livre, à chaque fois, il y a un encart qui est pour l'entreprise, qui a un encart qui est pour le RH, qui a un encart qui est pour le manager. Le salarié est en train de faire quelque chose pour que ça se passe bien, pour qu'il puisse revenir. Et vous, entreprise, qu'est-ce que vous faites de votre côté pour que ça se passe bien ce retour? Parce que, on le sait, le burn-out, c'est une combinaison de facteurs individuels et de facteurs organisationnels. Donc des deux côtés, en fait, il y a un travail qui soit fait. Et pourquoi le retour en particulier, pour répondre précisément à ta question, c'est parce qu'en fait, quand je vois les personnes que j'accompagne, à chaque fois, elles se posent la question du retour au travail. Et comment va se passer le retour au travail? Et comment je vais faire pour retourner au travail? Et est-ce que je retourne dans mon entreprise? Est-ce que je ne retourne pas dans mon entreprise? Et tu as toutes ces questions qui se posent dans la tête de la personne qui est en burn-out. Et moi, c'est vraiment un sujet que j'avais envie de traiter parce que j'avais plein d'idées sur la manière dont on peut gérer bien un retour au travail dans l'entreprise. Et pour moi, ça a été une évidence. Et tu vois, quand j'ai créé mon podcast Welcome Back to Work, ben en fait, déjà, j'étais autour de tout ça. Comment on crée bien le retour au travail? Parce que moi, ce sujet me passionne. Alors, tu viens de parler il y a quelques minutes des encarts que tu fais, qu'il y a dans le livre, à l'attention de l'entreprise, des RH, du manager, des salariés. Ça, c'est une des grandes qualités que j'ai trouvées à ton livre. Et c'est pour ça que dans la préface, je disais que tout le monde va y trouver son compte et que c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Parce que tu t'adresses à tout le monde, chacun a son niveau de responsabilité et c'est un livre qui est très interactif. Et c'est une des grandes qualités. Alors, tu dis dans ton livre que le retour après un burn-out n'est pas un retour ordinaire. Alors, moi, en tant que médecin qui aujourd'hui voit beaucoup de burn-out mais n'est pas vu que ça, je te confirme que tu as mille fois raison et que même après un arrêt prolongé pour un cancer, par exemple, la peur de retourner travailler n'a rien à voir avec celle de la peur après un burn-out. Tu peux nous expliquer un peu les particularités de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui retourne travailler après un burn-out et en général après un arrêt prolongé. En fait, l'après ne sera pas comme l'avant burn-out. Parce que quand tu es tombé en burn-out, enfin, franchement, tu as qu'une hantise, c'est quand tu vas retourner dans l'entreprise, c'est de rechuter. T'as pas envie de rechuter. Tu as Hmm. vécu quelque chose de tellement violent que tu n'as pas envie de rechuter. En quoi l'arrêt pour burn-out est différent? Bah parce que la source de souffrance, elle est liée au travail. Elle est liée au travail, ou si elle n'est pas liée au travail en tant que tel, parce que la personne, elle aime travailler. Celle qui tombe en burn-out, elle aime travailler. Donc c'est pas lié au travail en tant que tel, mais en tous les cas, c'est lié à son contexte organisationnel. Le contexte organisationnel a fait que, à un moment donné, la personne, elle est tombée. Et là où c'est compliqué pour la personne, c'est que si elle, elle a travaillé sur elle-même, si elle s'est fait accompagner, si elle a commencé à réfléchir à ce qui s'est passé, son angoisse, c'est que qu'elle retourne dans l'entreprise, mais que rien n'a bougé, bah, elle a peur de rechuter. Tiens, excuse-moi, mais ça me fait penser en fait à une anecdote que j'ai eue à ce sujet, parce que je trouve qui illustre très bien en fait ce que je veux dire. C'est une personne qui m'avait contactée et qui m'avait dit, elle, ça faisait plusieurs mois qu'elle était absente, elle était en arrêt. Et elle a voulu, au bout de 12 mois, elle s'est dit non, là, ça fait trop longtemps que je suis arrêtée, j'ai envie de retourner au travail, il faut que j'y retourne, etc. Mais elle avait travaillé de son côté, mais il n'y avait rien qui avait été fait, si tu veux, côté entreprise, ni contact pris, ni rien du tout. Et elle se dit, je vais contacter mon entreprise, et elle les contacte, elle les appelle au téléphone. Et au bout de 12 mois, elle a RRH au téléphone, et elle demande à cette RRH comment va se préparer le retour. Et la RRH lui répond, c'est simple, hein. Soit vous êtes apte, soit vous êtes inapte. Et en plus, c'est bien que vous reveniez parce qu'on vous attend, parce qu'il y a un projet important à traiter. Quand j'entends ça, je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire. Et que là, malheureusement, on se rend compte que la RRH n'a pas compris ce qu'était le burn-out et que c'est pas comme ça que tu accueilles quelqu'un qui revient en lui disant soit t'es apte, soit t'es inapte et on t'attend parce qu'il y a un gros projet qui dépend de toi. Et c'est pour ça que pour moi, le retour après un burn-out n'est pas un retour ordinaire parce qu'il ne se gère pas comme une jambe cassée. C'est très différent de cela. Eh ben oui, ne serait-ce que parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu retournes dans le milieu qui t'a fait tomber. C'est ça, Donc tu retournes te mettre dans la gueule du lion, quoi. C'est certain. exactement. Alors, dans ton livre, dont je rappelle que le sous-titre, c'est Les 6 étapes clés pour réussir son retour en entreprise après un burn-out, donc tu parles de ces 6 étapes.
Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus ou t'attends qu'on découvre en lisant? Un petit peu plus, mais je vais pas tout dire parce que déjà je pourrais pas tout dire sinon l'interview va durer longtemps. Mais c'est surtout que oui, je vous laissais découvrir parce qu'il y a des choses qu'il faut lire dans le détail. Ça peut se résumer, mais en même temps il y a des choses qu'il faut lire dans le détail parce que je partage plein de choses. De par l'expérience des gens que j'accompagne, de par les retours que j'ai, et je pense que c'est utile de le lire véritablement. Alors, allons-y pour ces 6 étapes. Alors, l'étape 1, évidemment. Alors, je fais le chiffre du 1, mais il n'y a que toi qui la vois, Didier, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'étape 1, déjà, c'est de dire on récupère. Parce que sans récupération, tu peux pas avancer sur ton chemin. Ça, c'est évident. C'est évident, mais on a vraiment besoin de le dire parce que on voit des personnes qui voudraient que ça aille vite, vite, vite tout le temps. Et en fait, ça peut pas aller vite, vite, vite. Quand on veut récupérer, on a besoin de prendre le temps. Et puis la temporalité, en plus de chacun, bah, elle est différente. Donc on peut pas se comparer aux autres non plus pour la temporalité. Il faut prendre le temps de récupérer parce que si on récupère pas, on n'a pas d'énergie. Et si on n'a pas d'énergie, bon, on peut pas avancer sur le chemin. Donc ça, c'est QFD. La première étape, c'est de récupérer. Et dans cette première étape, bah, j'y aborde également l'arrêt de travail, parce que c'est pas à toi que je vais dire ça, Didier, mais l'arrêt de travail, combien il est difficile à accepter pour la personne qui est en burn-out. Plus, comme tu le sais, bah, le déni est tenace en début de burn-out. Donc je parle effectivement de l'acceptation de l'arrêt, du déni et tout ce qui fait que ça met des freins pour récupérer. Et puis, ce dont je parle dans cette étape, c'est les aides et les ressources pour aller mieux, parce qu'on s'en sort pas tout seul et qu'un arrêt, comme tu le dis très bien dans la préface, seul ne suffit pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt est indispensable, mais qu'il n'est pas autosuffisant. Donc ça veut dire que bah, forcément, il y a des choses à faire pendant cet arrêt, selon son rythme, mais en tous les cas, c'est important d'être accompagné de manière pluridisciplinaire pour s'en sortir. Et que le médecin, bah, tout seul, ne peut pas non plus tout faire parce qu'il n'a pas le temps suffisant. Et même les compétences, hein, je peux dire ça, Didier, je pense que tu m'en voudras pas, parce qu'il y a de multiples compétences pour accompagner quelqu'un qui est en burn-out. Et puis, dans cette partie, bah, je dis aussi comment prendre soin de soi, se ressourcer, s'émanciper aussi du regard des autres qui fait tellement de mal. Bah, malheureusement, des fois, on n'est pas toujours bien entouré et ce regard des autres, ou même des fois, le regard des autres auquel on pense, c'est que ce regard n'est peut-être pas celui-ci. Enfin bon, bref, on parle de tout ça dans cette première étape. Et également de comment faire comprendre aux personnes, aux proches, ce que l'on vit. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident. Et je sais que d'ailleurs, toi aussi, tu œuvres ce sujet quand tu reçois les gens et les conjoints. Mais enfin bon, voilà. Et donc plein d'autres choses pour récupérer. Et enfin, je dirais penser à soi avant de penser aux autres. Ça, c'est cette première étape. Donc ça, c'est très important, effectivement. L'étape 2, alors, c'est comprendre ce qui a déclenché le burn-out. Parce que parfois, c'est vrai que c'est compliqué de résumer ce qui a fait basculer dans le burn-out. Ce que j'aime bien dire, c'est que des fois, dans l'entreprise, on fait un arbre des causes pour les accidents physiques et que des fois, ça serait bien de faire un arbre des causes quand on fait un burn-out. Pour justement identifier toutes les racines qui ont amené au fait qu'on a fait un burn-out. Et là, après, on se rend compte que finalement, ce qu'on avait identifié n'est qu'une parcelle de tout ce qui tournait autour et qui a causé ce burn-out. Et après, quand on a une vision globale, on se dit, ah ouais, je comprends mieux. Et ça, c'est un petit peu ça, c'est de faire finalement un peu son arbre des causes de son burn-out. Et c'est là où tu disais, quand c'est interactif, que là, je pose pas mal de questions aux personnes pour qu'elles réfléchissent à ce qui a pu causer leur burn-out. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup un jeu de questions-réponses dans cette partie-là. Alors, on passe à l'étape 3 parce que je vais pas tout dire, hein, mais bon, Oui, l'étape 2 oui, oui, c'est, oui. voilà, Attention, c'est de laisse-nous comprendre. découvrir. Ouais, voilà, c'est de comprendre les Alors, et rouages. je résume. Étape 1, récupérer. Étape 2, comprendre. Étape 3, c'est quoi? On pense à l'après-burnout parce qu'on commence à aller mieux et on a envie de se remettre un peu en action. Mais évidemment, ça veut dire que quand on pense l'après-burnout, on a déjà fait l'étape 1 et l'étape 2, bien évidemment. Mhm. Parce que tu peux pas penser ton après-burnout si t'as pas récupéré ton énergie. Mhm. Et le souci, c'est que justement, des fois, tu as des personnes qui sont en burn-out et elles veulent déjà passer à l'étape 3. Et c'est pour ça que vraiment, ces étapes, elles se suivent dans l'ordre. Pensez votre après-burn-out, bien oui, parce que tu te rends compte qu'avec ton burn-out, bah, les choses ont changé. Tu es en train de penser différemment, tu as pris conscience qu'il y a des choses qui se sont déroulées, des rouages qui se sont mis en place, qui ont en tous les cas contribué à ton burn-out, et que justement, tu n'as plus envie de revivre ça à ton retour. Tu as envie de vivre quelque chose de différent. Et peut-être même que l'accompagnement que tu as eu ou que tu as encore avec ton psychiatre, ton psychologue te font aussi réfléchir différemment.
et que tu as envie que ce soit différent pour l'après. Cet après, c'est comment on définit les changements individuels qu'on a envie d'opérer pour soi, pour aller bien ensuite, pour continuer à travailler dans de bonnes conditions, et les garde-fous aussi, évidemment, qu'on va mettre en place pour ne pas rechuter lors de son retour au travail. Voilà. D'accord. Étape 4. Alors là, on réfléchit aux conditions de retour et au champ des possibles. On part du postulat, je dirais, qu'il peut y avoir plusieurs réponses aux questions qu'on se pose. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que, par exemple, de retourner dans son entreprise. On peut avoir d'autres choix que de retourner dans son entreprise. On peut avoir le choix aussi de retourner dans son entreprise dans d'autres conditions. C'est tout ça que j'explore dans cette étape 4. Alors, il y a des dispositifs que je connaissais quand j'étais RH, mais il y a aussi des dispositifs que j'ai découverts lors de mon burn-out, et notamment des dispositifs d'aide à la réflexion. Et ça, pour moi, c'était hyper important de les mettre dans le livre, parce que des fois, tu sais, il y a des personnes qui te disent que, bah oui, mais c'est difficile d'être accompagné parce que t'as pas forcément les moyens financiers ou d'autres choses comme ça. Et ce que je voulais dire justement dans ce livre, c'est qu'il y a plein de dispositifs qui sont gratuits. Il y a des dispositifs qui existent, qui peuvent être gratuits, soit avec le financement du compte personnel de formation, soit avec des financements de la CPAM. Donc on peut faire des choses aussi de manière gratuite. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul et de se faire aider. Et c'est pour ça que j'aborde aussi ces dispositifs qui peuvent être mis en place, ou alors des dispositifs comme l'essai encadré, enfin, des choses qui peuvent être vraiment utiles quand on est en burn-out et qu'on méconnaît. Pour moi, c'était important de les aborder dans cette étape. Parce que je pense qu'on peut revenir dans l'entreprise, ça c'est sûr, mais pas dans n'importe quelle condition. Et c'est ces conditions-là auxquelles on réfléchit. Mhm. Alors, l'étape 5, là, on rentre dans le concret. Tu nous dis, c'est préparer le retour dans votre entreprise. Oui, ça, je me suis rendu compte en accompagnant les personnes qu'il y a beaucoup d'anxiété et d'inquiétude par rapport au retour dans l'entreprise et comment ça va se passer, comment va se passer mon premier jour, est-ce que je vais être bien accueillie, pas bien accueillie. Donc c'est pour ça que là, moi, j'ai fait cette étape 5 pour préparer véritablement une feuille de route, la feuille de route du retour en entreprise. C'est-à-dire qu'on aborde toutes les questions, quand est-ce que c'est le bon moment pour la reprise? Parce que ça, c'est vrai que souvent les gens me disent, mais comment je saurais que c'est le bon moment pour la reprise? Donc ça, je l'aborde. Souvent, on se dit, bah oui, mais mon burn-out, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce que je vais dire au retour? Comment je vais le faire? À qui je le dis? Comment je le dis? Enfin, ça paraît des fois, on va dire, comment dire cela? Secondaire, hein, pour des personnes qui n'ont pas vécu un burn-out, mais c'est très important pour la personne qui le vit. Parce que c'est vraiment des questions qui peuvent être en mode rumination. Pour une personne qui est en burn-out, c'était essentiel de les aborder. Mhm. Et puis, tu as aussi comment se passe la reprise de contact avec l'entreprise. Parce que bah, souvent, quand tu as été absent pendant des mois, il y en a qui n'ont gardé aucun contact avec l'entreprise. Donc, comment va se passer ce retour avec l'entreprise? Et là aussi, bah, j'aborde comment on peut reprendre contact, de quelle manière, comment aussi on peut le préparer. Et puis, le préparer, ça permet aussi de prendre la température. Parce que si tu reprends contact avec l'entreprise en fonction de comment tu vas être accueilli quand tu reprends contact, ça peut te donner des bons indicateurs sur la manière dont va se passer ton retour également. Et ça, c'est quand même important. Parce que si tu vois qu'il y a une fermeture quand tu prépares ton contact avec l'entreprise, disons qu'on va dire que tous les signaux sont pas au vert. Ça permet aussi cette préparation de valider si tu penses que c'est bien de retourner ou pas dans ton entreprise. Alors, quand on arrive donc à la 6e étape, le retour, Mm. alors ce retour, comment tu en parles? Cette étape, on est dans le concret. Je dirais que même les étapes précédentes, évidemment, on est dans le concret, mais là, pour le coup, on est vraiment dans comment ça se passe le jour J. Mhm. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que ce jour J, ça demande du courage à la personne. Parce que bah, elle affronte ses peurs, elle affronte le fait d'y retourner, en espérant que quelque part, la préparation a permis d'affronter justement des peurs et de mieux le préparer, que les peurs soient un peu limitées. Mais il va y avoir quand même une petite, on va dire, alors pas forcément anxiété, mais en tous les cas appréhension, mais cette appréhension, elle est normale le jour du retour. Et moi, ce dont j'aime bien pardon, c'est du onboarding. Alors, quand le onboarding, c'est-à-dire comment on prépare le retour, quelque part, le onboarding, tu sais, c'est un processus de comment peut se passer le retour. Le jour J, comment ça se passe le jour J? Par exemple, si je suis dans une grande entreprise, bah, s'il y a un accueil sécurité, comment se passe l'accueil sécurité? Est-ce qu'il est bien prévu? Est-ce que je vais avoir ma visite médicale de retour le jour du retour ou est-ce que ça va être après? Est-ce que je vais être accueilli par le manager, pas par le manager?
Est-ce que mon bureau est prêt, pas prêt? Enfin, tu vois, des choses comme ça qui sont très concrètes. Et pourquoi je l'aborde? Parce que tu sais, j'ai eu un cas où pourtant on avait préparé le retour avec l'entreprise. Et j'ai eu un cas, ça paraît, comment dire, je dirais pas risible parce que ça l'est pas, mais ça paraît presque incroyable, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne qui est retournée dans une entreprise qui est dans l'industrie. Et dans l'industrie, où on fait un accueil sécurité, où tu ne peux pas rentrer sur un site industriel comme ça. Et quand tu as été absent de longs mois, tu es obligé de refaire l'accueil sécurité, sinon tu ne peux pas entrer sur le site. Et donc l'accueil sécurité se fait tôt le matin, pour que les gens puissent après aller au travail, ou même pour les sous-traitants qui puissent rentrer de manière facile sur le site. Et bien donc lui avait été convoqué pour son jour de retour à 9h, 9h30, et puis il devait dérouler sa journée. Sauf qu'à 9h, 9h30, l'accueil sécurité avait déjà été fait, donc il n'a pas pu rentrer le jour J sur son Mhm. site. Autant te dire que quand tu prépares un accueil et que le jour J où tu dois revenir, tu ne peux pas rentrer sur le site et tu es bloqué par la sécurité qui fait son travail, hein, mais tu ne peux Mhm. pas rentrer, même si tu es un ancien, même si tu es un salarié, j'allais dire un ancien salarié, non, un salarié. Alors c'est pour éviter ce genre de boulettes qui font que quand tu peux pas rentrer, bah tu rentres chez toi et qu'on m'envoie un petit message en me disant, vous savez, Marie, ce qui m'est arrivé ce matin, et puis on me raconte l'histoire. On a l'impression que des fois, l'accueil est bien préparé, mais non. Des fois, on oublie des choses, et puis bon, ben, l'oubli, c'est humain, mais en même temps, c'est un peu dommage quand ça arrive à une personne qui revient de burn-out et qui revient avec toute sa bonne volonté, tu vois, le jour J, et qui peut pas rentrer sur le site. Et c'est vrai que le onboarding, je l'aborde côté salarié, parce que je dis aussi aux salariés que s'il n'a pas les infos, c'est bien aussi d'aller à la pêche aux infos. Et je l'aborde évidemment côté entreprise, avec côté entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire un bon onboarding avec quelqu'un qui revient sur votre site après un burn-out. Et notamment, pour moi, la chose qui est importante, et ça, c'est pas un détail non plus, c'est que des fois, il peut arriver que le manager ne soit pas là le jour du retour. Et non, c'est pas possible en fait. Si le manager n'est pas là le jour du retour, on décale le retour de quelques jours. Enfin, il y a des choses qui paraissent de bon sens et qui, malgré tout, tu te rends compte qu'elles sont pas forcément faites et qui facilitent pas le retour. Parce qu'il faut se mettre à la place de quelqu'un qui revient. Et si le manager n'est pas là le jour du retour, il fait comment son retour? Il fait comment face à sa liste de 1000 mails? Est-ce qu'il va tous les gérer? Et comment il prend l'affaire? Non, un retour peut pas se faire sans que le manager soit là. Enfin, et puis, quelle considération tu donnes à quelqu'un si t'es pas là le jour de son retour? D'où l'importance que les managers lisent ton livre. Aussi, Et oui, mais c'est ça qui est aussi. important parce qu'en fait, on en revient au problème de la sous-information, de la mésinformation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne te doutes pas de ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a fait un burn-out, sans même parler dans son corps, effectivement, tu vas pas anticiper ces choses-là. Alors que oui, un salarié qui revient et qui n'est pas accueilli, c'est juste catastrophique. Déjà qui doute, t'imagines qu'il va douter encore plus, bien Mm. sûr. Alors, ton livre, si tu devais, en quelques phrases, dire quelle est sa spécificité, tu dirais quoi? Tu le qualifierais comment? Sa spécificité, c'est qu'il répond à beaucoup de questions que les personnes en burn-out se posent. Et ça, c'était très important pour moi. Parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes en burn-out. Et c'est vrai qu'il y a souvent les mêmes interrogations qui reviennent, les mêmes questions qui sont posées. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un guide, un GPS pour répondre à ces questions. Et surtout, de parler du sujet de la préparation au retour au travail. Parce que je trouve que ça n'est pas suffisamment exploré, ce qui fait que les gens se trouvent un petit peu démunis, perdus, désemparés. Et moi, j'avais envie de répondre à ce manque en faisant ce livre, en faisant ce guide. Pour moi, c'est un GPS. Et un GPS qui répond justement à ce besoin d'être guidé quand on est en burn-out, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a perdu beaucoup de ses capacités cognitives quand on a été assez loin dans le burn-out. Et donc, on a vraiment besoin d'aide et on a besoin d'être guidé. Voilà. Et la deuxième spécificité, ben, c'est que ce livre s'adresse aussi aux RH et aux managers. Et dans chaque étape, je fais un encart spécifique pour l'entreprise, que bah, les acteurs de l'entreprise puissent voir comment eux, à leur niveau, ils peuvent aussi agir pour faciliter le retour en entreprise du salarié et, euh, et qu'il soit réussi. Mais ce que je mets aussi dans mon livre, c'est aussi des conseils pour les proches et aussi bah, aux personnes qui les accompagnent, parce que tu as, également des personnes qui accompagnent les gens qui sont en burn-out.
qui sont des thérapeutes pour certains, donc qui ont une connaissance, on va dire, du burn-out, mais il y a certains thérapeutes aussi qui n'ont pas toute la connaissance du burn-out. J'ai quand même aussi des témoignages qui me font dire que le burn-out reste méconnu aussi par des thérapeutes. Donc, je me dis que c'est bien aussi de lire ce livre et de voir ce qui est attendu par des personnes qui sont en burn-out. Parce que les angoisses que tu as en disant, bah, attends, ton retour, tu verras bien, tu le géreras, et puis tu y vas, et tu verras bien comment ça se passe. Bah non, en fait. La personne, elle n'a pas envie de voir comment ça va se passer. Elle a envie. Alors, évidemment, tu ne peux pas tout prévoir, parce qu'on sait bien que la vie, tout n'est pas prévisible, et puis que tu ne peux pas tout prévoir, parce que ça a son lot d'imprévus. Mais en même temps, il y a des petites choses que tu peux faire, des choses que tu peux organiser, préparer, qui vont faire que ça va mieux se passer, plutôt que d'arriver, j'irai à la one again, tu vois, comme ça, le lundi matin, parce que tu as décidé que tu rentrais le 1er septembre, et que le 1er septembre, en fait, la seule chose que tu sais, c'est que tu as ta visite médicale. Mais c'est hyper anxiogène pour quelqu'un qui est en burn-out. Et gérer comme ça, c'est très mal géré. Et c'est très mal connaître le syndrome que de le faire comme ça. Et voilà, donc je dirais qu'en fait, ce livre, oui, il s'adresse aux coachs, il s'adresse aux services de santé au travail, il s'adresse aux conseillers de carrière, il s'adresse aux Aux entreprises. médecins Voilà. et aux médecins. Et aux médecins. Tu vois, j'osais pas le dire, Mais, mais mais tu peux le dire sans problème, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les médecins, déjà, on n'est pas formés de façon extraordinaire sur le burn-out, mais encore moins sur le post-burn-out. Et oui, oui, bien sûr que oui. Alors justement, ce retour, toi, si tu devais extraire des idées phares pour réussir le retour, ça c'est quoi la recette Marilyn Combalo, je réussis mon retour? forcément, je te dirai toutes les étapes de ce livre, Alors justement, évidemment. si tu devais, voilà, si tu devais extraire quelques idées fortes, quelque chose qui sont incontournables, même si, bon, on les a un peu revus là, mais toi, tu dirais quoi? Je dirais que d'abord, évidemment, c'est de récupérer. Pas avancer si on n'a pas récupéré. Donc ça, c'est la première des phases. C'est important. Enfin, c'est même pas important, c'est nécessaire, c'est vital. Mais je sais pas d'ailleurs si tu veux en dire deux mots là-dessus, par rapport à ce qui peut se développer en parallèle d'un burn-out. Alors, pour moi, le plus important, c'est les troubles cognitifs. Alors, ils Ouais. font partie du burn-out directement, mais pour moi, c'est le plus important parce que c'est ce qui est le plus sous-estimé et ce dont les patients ont le plus honte. T'imagines que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le burn-out, ça touche les gens qui sont très performants, ce qui était fiable, sur qui on pouvait compter, et du jour au lendemain, le cerveau est aux abonnés absents. Ils ont des oublis, ils font des erreurs, et ils veulent le cacher, et ils n'y arrivent pas. Quand tu vois que quelqu'un en burn-out, même fixer un rendez-vous, c'est compliqué. Quand tu leur dis, bon, vous voulez qu'on se voit quel jour? Là, tu vois le vide dans les yeux parce qu'ils n'ont plus la capacité neurophysiologique de programmer un rendez-vous. C'est terrible. Alors, bien sûr, à côté, tu as tous les phénomènes infectieux, tu as tous les phénomènes immunitaires, tu as tous les phénomènes digestifs, métaboliques, etc. C'est sûr qu'il y a de quoi faire. Mais pour moi, le cognitif, c'est le plus pénalisant. Ça, c'est sûr. Pour ça, je trouve ça très très important que les gens perçoivent cela. Ce n'est pas juste un coup de fatigue. Bon, toi, tu le dis aussi très très souvent, mais ce côté en fait avec tous les troubles qui sont inhérents au burn-out, ou connexes au burn-out, sont extrêmement handicapants pour la personne. Et c'est pour ça que c'est pas juste un coup de fatigue, et c'est pour ça que c'est pas juste en se reposant 2 semaines à la maison qu'on peut s'en remettre. Ça, c'est extrêmement important. Donc oui, le premier point, en résumé, donc c'est récupérer, mais récupérer vraiment. Le deuxième point, je dirais que c'est de préparer le retour. Ça, c'est évident. Mais cette préparation, tu vois qu'elle commence dès la récupération. C'est tout un cheminement. Préparer, je dirais co-créer le retour en entreprise. Car ce qui est bien, c'est si ça peut se faire, évidemment, si l'entreprise est prête à ça. Parce que si l'entreprise, de toute manière, n'est pas prête à ça, le retour va mal se passer. Donc après, c'est de se poser la question pourquoi on y retourne. Parce que la santé, c'est quand même ce qui prime avant le reste. Et si l'entreprise est d'accord pour ça, si on peut co-créer ce retour avec l'entreprise, de voir comment on le gère, ce retour, eh bien, alors je dirais pas signe de réussite, mais en tous les cas, un gage que les bonnes conditions sont réunies pour faire ce retour dans l'entreprise. Mm. Donc la co-création. Parce que ce qui est important à savoir, notamment côté entreprise, c'est que revenir à temps partiel, c'est bien, mais revenir à temps partiel, c'est une modalité
Et en aucun cas, ça règle le problème du retour en entreprise. C'est pas avec un temps partiel qu'on gère le fait que le retour en entreprise va bien se passer. Il y a plein de choses à mettre en place Mm. pour que le retour se passe bien. Temps partiel, c'est super, c'est une modalité, mais qu'est-ce qu'on fait autour de ce temps partiel? Comment on gère le contexte organisationnel? Et puis en plus, tu en as certains en temps partiel qui essayent de faire pareil que ce qu'ils faisaient à temps plein. Donc le Mm. temps partiel, évidemment, ne suffit pas. Alors donc, je reviens, parce que là, c'est vrai que je m'emballe un peu, donc on a dit, Mais on te pardonne parce que tu es une passionnée et le sujet est passionnant. Donc, emballe-toi, emballe-toi. donc on a dit récupérer, on a dit préparer et co-créer, et j'irai surtout, surtout, ne pas hésiter à se faire aider. C'est même pas ne pas hésiter, c'est se faire aider. Mm. On peut pas Ouais. sortir d'un burn-out seul. On a besoin d'être aidé. Parce que comme tu l'as très bien dit, on a des troubles cognitifs, on est perdu. On est désemparé. On a besoin de se faire aider. Se faire aider, c'est indispensable. Après avoir par qui on se fait aider, si c'est un combo, tu vois, où on fait médecin psychiatre, ou psychiatre tout seul, ou si on fait médecin psychologue, et puis après, ben, tout ce qu'il y a autour de tout ça. Évidemment, je dirais les coachs, mais il y a les thérapeutes. Moi, je sais que par exemple, tu vois, si je parle de mon propre cas, j'ai été voir quelqu'un qui m'a reconnecté un petit peu au corps, via des massages, des choses comme ça. Ça m'a fait énormément de bien. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut explorer. Après, c'est chacun voir ce qu'il a envie de faire par rapport à ce qui lui convient à lui. Mais en tous les cas, se faire aider, ne pas rester seul. Mm. Très bien. Bon, alors, imaginons que je suis un manager en entreprise. J'ai un salarié qui revient après 9 mois d'arrêt de burn-out et que je t'appelle en te disant, Madame Combalo, j'ai un salarié qui revient, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me dis? Alors, je lui dirais de faire appel à son empathie en tout premier, et puis à son bon sens. Mais bon, le problème, c'est que le bon sens, c'est trop variable selon les personnes. Donc, le bon sens, je sais que... Et l'empathie aussi. Exactement. Donc, c'est pas suffisant, bien évidemment. La première chose, en tant que manager, si tu te posais cette question, si ma femme, mon mari, ma mère, mon père, enfin, quelqu'un qui compte pour moi, vraiment, un proche qui compte, pour moi, si ce proche était en burn-out, comment j'aurais envie qu'il soit accueilli par l'entreprise quand il revient? Je l'imagine quelqu'un que tu aimes, qui fait un burn-out, que tu le vois au fond du trou, qui est là, qui essaye de s'en sortir, de faire de son mieux possible pour pouvoir retourner au travail, qu'il a tout fait, il s'est fait accompagner. Et tu te dis, là, il va retourner dans l'entreprise, ton proche, cette personne que t'aimes. Qu'est-ce que tu as envie que l'entreprise fasse pour lui? Je pense que là, déjà, tu as des réponses qui émergent. De la manière dont tu as envie qu'il soit accueilli. Est-ce que tu as envie qu'il soit accueilli là sur le coin d'une table où on va lui dire, bah tiens, tu reprends ton bureau et t'y vas? Ou est-ce que tu as envie de faire autrement quand même? Qu'est-ce que tu souhaites pour ton proche? Et là, déjà, je me dis que tu peux envisager la situation d'un autre œil, sans connaître le syndrome sur le bout des doigts. Hmm. Il n'y a même pas besoin de connaître le syndrome sur le bout des doigts. Il suffit des fois de faire preuve d'humanité, tout simplement. Comment tu as envie d'accueillir quelqu'un qui a été mal, qui essaye d'aller mieux, et comment tu as envie de faire? Et puis après, bah, oui, en tant que manager, si ça n'a pas été fait, s'il n'y a pas eu une préparation de fait quand il revient, c'est qu'est-ce que je fais en amont du retour pour rassurer le salarié? Quel intérêt je vais porter à l'autre le jour de son retour? Est-ce que je suis là? Bah, c'est quand même le minimum, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je déjeune avec lui le midi? Est-ce que je fais un point avec lui? Est-ce qu'on co-crée son retour? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que je m'inquiète de comment s'est passée sa première journée à la fin de la journée? Enfin, comment j'aménage son temps de travail quand il revient? Enfin, c'est toutes ces questions qui se posent hein, et que j'explore dans le livre, justement. Et puis, quels sont les changements structurels qu'il va falloir apporter? Parce que un burn-out, c'est quand même une sacrée alerte pour l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'il y a des changements à apporter. Est-ce que je suis prêt à apporter ces changements? C'est tout ça, en fait, qui sera exploré avec le manager qui m'appelle. Et tu sais, d'ailleurs, dans mon livre, il y a un témoignage de Christophe Desproges qui est hyper intéressant à ce sujet et qui raconte comment son manager, qui, quand il est parti, n'était pas forcément open sur beaucoup de sujets, qui s'est excusé à son retour de la manière dont ça s'est passé. Et ça, moi, je trouve ça hyper fort, en fait. Humainement, de s'excuser, de dire j'ai pas fait comme il fallait. Il n'y a pas de honte à s'excuser, on est tous des humains, il n'y a pas de honte à dire j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et maintenant je vais réajuster, et on va voir ensemble comment on va réajuster. Et ça, moi, tu vois, je trouve ça d'une puissance incroyable.
Parce que là, tu sais que tu es accueilli évidemment différemment. Bon, après, il faut aussi évidemment que les actes suivent tes intentions. Mais en tous les cas, déjà, tu pars avec quelque chose qui est très puissant. Parce qu'en plus, ce qui est hyper important, c'est que le manager comprenne, enfin comprenne, je pense qu'il le comprend, enfin j'espère, c'est que le mieux pour faire les bonnes choses, c'est de demander à la personne comment elle a envie qu'on les fasse. Parce que si tu ne demandes pas à la personne comment elle a envie qu'on les fasse, évidemment, tu peux pas tout changer parce qu'il y a des postes sur lesquels on peut pas tout changer quand tu es sur un travail à la chaîne, mais il y a quand même des aménagements qui peuvent être faits. Mais c'est de voir avec elle comment on peut faire pour que ça se passe mieux. Parce que si tu ne demandes pas pour elle qu'est-ce qui compte et comment ça peut se passer mieux, tu vas être à côté de la plaque. Parce que ce qui est important pour l'un n'est pas important pour l'autre, et vice-versa. Et si tu t'adaptes pas à ce que veut la personne et ce dont a besoin la personne, tu vas pas gérer le problème. C'est du sur-mesure. On en revient à ce que tu disais, c'est la co-construction. Cette co-construction à tous les étages, avec Mm. le médecin, avec le psychologue, avec le coach et avec le manager. Exactement. C'est de la co-construction. Et c'est tout ça que j'aborde dans mon livre. Cette co-création et comment on peut faire et voilà. Bon. Alors, pour sortir un petit peu du thème du livre et pour partir sur une autre idée un peu plus générale, mais qu'on entend, qu'on lit beaucoup, on dit souvent le burn-out est une chance. Voilà. Et quand on dit ça, eh bien, on a des réactions très très contrastées. Toi, par rapport à cette idée que le burn-out est une chance, ta vision, c'est laquelle? Hmm. Alors c'est vrai que, comme tu le dis, moi c'est une phrase aussi que je lis souvent et qui m'interpelle, et notamment qui m'interpelle parce que j'ai eu des discussions par rapport à ça avec mon psychiatre. Et mon psychiatre m'a aussi dit qu'il accompagnait des gens qui s'en remettent pas. Moi, je considère pas que c'est une chance, parce que si c'était une chance, bah, peut-être qu'on dirait aux gens, allez expérimenter votre chance, hein, un peu comme au loto, tu vois. Donc, tentez votre chance. C'est ça. Donc non, non, je considère pas que c'est une chance parce que, enfin, franchement, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la douleur, dans la souffrance. C'est très douloureux à vivre, c'est très difficile à vivre. En tous les cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, hein. Le choc a été tellement violent que non, je considère pas ça comme ça. Et je l'observe aussi sur les personnes qui me contactent, qui considèrent pas ça comme une chance. Mais en tous les cas, ça t'oblige à mettre un grand stop et à te poser. Parce que c'est vrai que malheureusement, parfois, enfin c'est pas parfois, malheureusement, s'il n'y avait pas eu ce burn-out, t'aurais pas mis ce grand stop et te poser. Et toi, je dis que c'est pas une chance, et pourtant, là, actuellement, il m'arrive des choses extraordinaires, hein. Bon, et quand je dis il m'arrive des choses extraordinaires, je les crée aussi, ces choses extraordinaires, elles n'arrivent pas toutes seules. Non, mais c'est ça, tu vois, ça tombe pas du ciel. C'est pour ça que c'est pas une chance, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Mm. C'est une opportunité de réfléchir. Moi, ça a été une opportunité de réfléchir, de me poser. Il y avait des questions que je m'étais pas posées avant. En ça a été une opportunité. Et puis tu vois, ça m'amène à des choses comme là, aujourd'hui, je suis en train de te parler de mon livre, mais si on m'avait dit ça il y a 3 ans, tu t'imagines? Mon chemin, là, il a pris une orientation différente. Et je sais pas, comme quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais une quinca bien avancée dans la dizaine, parce que aussi je me mets pas de limite, je me dis que tant qu'on est en vie, on peut faire des choses, tu vois. Et puis, je pense qu'on n'a qu'une vie. Alors, peut-être qu'on en a plusieurs, je ne sais pas ce que pensent les gens, mais moi, je pense que j'en ai qu'une et que du coup, il faut que je la vive. Et que je la vive avec des choses que j'ai envie de faire, vraiment. Et là, pour le coup, bah oui, je vais vers mes envies, j'ose faire des choses. Tu vois, j'ose te demander de faire ma préface. Donc, ça m'emmène vers des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, mais le chemin, il se fait en fait en avançant. Donc, pour moi, c'est pas une chance, mais en tous les cas, c'est une opportunité de revoir sa vie de manière différente. Ça, c'est sûr. Alors, on comprend qu'on puisse employer le mot chance parce que, Mm. effectivement, après, quand tu saisis l'opportunité, tu te dis finalement c'était une chance. Voilà, c'est Aussi. vrai que c'est un peu particulier. Mm. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, on dit la même chose pour le cancer, où quelquefois on dit, bah oui, ce cancer, c'est une chance parce qu'il m'a permis de comprendre, de changer de vie, etc. Alors, c'est terrible à entendre, terrible à dire même souvent. Mais c'est jamais complètement faux non plus. Il y a toujours quelque chose derrière. Alors, on arrive un peu vers la fin de cette interview, ma chère Marilyn, parce que le temps nous est compté. Alors, si... Bon, tu as dit beaucoup de choses passionnantes. Si tu devais résumer cette interview en 3 points, voilà, trois, hein, pas quatre, tu as droit à 3 points.
Oui. Les Euh, 3 points essentiels, ça serait quoi? alors, les 3 points essentiels, c'est l'arrêt de travail est nécessaire quand on est en burn-out, mais n'est pas autosuffisant. La deuxième, super important, c'est faites-vous aider, ne restez pas seul. Ça, c'est essentiel, oui. La troisième, c'est l'objet de mon livre, c'est-à-dire qu'un retour après un burn-out ne s'improvise pas, il se prépare, si on veut qu'il soit réussi. C'est une évidence. Voilà. J'ai maintenant cette conviction, c'est qu'un retour après un burn-out se prépare. Je vois trop de retours qui ne sont pas préparés, et je dirais, et ça va être un peu trivial, ce sont des casse-gueules assurés. Parce que malheureusement, quand c'est pas préparé, si l'entreprise ne fait rien de son côté également, ça va être très très compliqué. Hmm. Voilà. Donc ce sont les 3 points. Ok, alors moi je vais en ajouter un quatrième qui est l'émanation des deux derniers que tu viens de citer. Et c'est là qu'on voit l'évolution des mentalités sur ces dernières années. C'est que le recours à un coach maintenant est quasiment obligatoire. Le coach ne fait pas le travail du médecin, ne fait pas le travail du psychiatre, ne fait pas le travail du psychologue. Le coach ne fait pas le travail du médecin du travail non plus, ce qui est tout à fait différent, parce que souvent c'est ce qu'on me dit, oui, mais j'ai mon médecin du travail ou j'ai mon psychologue du travail. Non, c'est encore autre chose. Le coach a une position bien particulière et c'est devenu maintenant vraiment un acteur quasi incontournable quand on est dans cette phase de préparation, à la fois pour l'accompagnement, pour l'orientation, pour recadrer, c'est fondamental. Et c'est là qu'on voit que les choses ont beaucoup bougé ces dernières années. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de coaching, c'était presque du luxe. Aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, tu as certaines mutuelles qui maintenant remboursent certaines séances de coaching en fonction de la cause, si tu veux, par rapport au coaching. C'est ce qu'on m'a Ouais, dit récemment. Alors, je ne l'ai pas ouais. vérifié, mais regardez peut-être dans vos mutuelles si des séances peuvent être prises en charge. Ben, ça serait une excellente Mm. chose. Alors, je te laisse le mot de la fin. Qu'as-tu à rajouter? Quel serait le dernier message? Je voudrais reprendre en fait une citation, tu vois, de Frédéric Lenoir, qui dit que le mot crise en grec, crisis, signifie la nécessité de discerner et de faire un choix. Un échec, une dépression ou une maladie constituent des crises qui nous indiquent qu'il faut changer quelque chose dans notre vie et qu'il est temps de procéder à un choix parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Ça me plaît de finir comme ça parce que effectivement, tu vois, ça rejoint un petit peu la question autour de la chance. Ce burn-out que les gens sont en train de vivre, là, pour les gens qui nous écoutent, je vais m'adresser à vous directement, là, pour vous qui êtes en train de vivre un burn-out, qui êtes peut-être au fond du trou, qui vous dites que c'est extrêmement difficile à vivre, que vous voyez pas comment vous allez vous en sortir. Je voulais vous dire qu'il y a des possibilités pour s'en sortir. Alors, ce sera pas facile, parce que je vais pas vous dire que ce sera facile. Alors, j'espère que pour certains, ce sera plus facile que d'autres. Mais en tous les cas, il y a des possibilités en vous en bien entouré. Et comme le dit cette citation, ça peut être l'opportunité d'aller vers des choses qui vous conviendront mieux par la suite. Donc, c'est ça que j'avais envie de dire. Très bien, ben, c'est un mot de la fin qui est parfait. Ma chère Marilyn, je te remercie d'avoir été l'invité de ton propre podcast. Voilà. Et je te redonne le micro pour le podcast numéro 18. À bientôt. Attends, avant quand même, Didier, avant, il fallait que je te remercie parce que je te remercie beaucoup d'avoir eu cette idée pour ce podcast, pour cette interview. Je te remercie infiniment parce que je suis très heureuse d'avoir rencontré parce que tu es d'une grande bienveillance. Et je comprends tous les patients qui viennent te voir, qui disent que tu es quelqu'un de bienveillant parce que effectivement, il y a une grande humanité qui émane de toute ta personne. Voilà. Merci infiniment pour cet épisode 17. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.